Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un clin d'œil à toutes les dames, à toutes les femmes du monde entier. Le mois de mars est dédié dans l'émission Tam Tam Tropical aux femmes. Et nous allons à la recherche de la femme africaine sur plusieurs facettes. Ce soir, celles que nous nous accompagnerons sont deux écrivaines. Dans ce studio, elle s'appelle Marcy Inak. Bonsoir, Marcy. Bonsoir, Juvénal. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous avez l'air très studieuse. Ah. C'est très bien. Ça veut dire effectivement que vous prenez au sérieux ce qui vous amène dans notre studio ce soir. Effectivement, vous êtes écrivaine. Vous avez mis sur le marché deux beaux romans. Le premier, c'est Marcy Inak, toujours avec M-E-Y-L, Mail. Ça veut dire quoi, Mail? Ah, donc, Mail, en gros, c'est le prénom, je dirais pas du personnage principal, mais du personnage dont on a la lecture directement dès le début du livre, mais qui n'est pas présent en fait. Il n'est pas présent parce qu'il n'est pas encore né. Et pourquoi Mail fait le titre de votre roman? Parce que j'ai voulu que ça soit le personnage principal en fait. D'accord. Et donc, l'autre titre aussi, c'est Un succès d'année approprié. Alors, un succès d'année approprié, c'est en gros pour dire que on remplace quelqu'un par autre chose. Bien. Vous semblez connaître vos œuvres, ce qui est très bien d'ailleurs, ce sont vos œuvres, heureusement. Oui. Et donc, également, de l'autre côté, nous serons avec Clotilde Owoshi. Clotilde Owoshi est donc une femme politique, oui, ancienne ministre donc sous le président Laurent Gbagbo. Clotilde Owoshi ce soir sera là pour nous parler de son livre dont l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. On le retrouve dans la deuxième partie de ce magazine. Mais avant cela, avant de retrouver donc nos invités, nous allons prendre quelques brèves du continent et on vous retrouve dans quelques instants. Nous allons sur la côte ouest africaine et c'est au Sénégal où un magistrat donc dénonce une justice, je cite, fragilisée. Le magistrat sénégalais dont Ibrahima Amidou Den démissionne de la magistrature. Dans une lettre adressée aux Sénégalais, le magistrat dénonce une justice, je cite, fragilisée, malmenée de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce magistrat avait démissionné en 2017 du Conseil supérieur de la magistrature pour les mêmes raisons. À ses yeux, cette situation qu'il dénonce, c'est non seulement un manque du président de la République à son obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de cette institution, mais également, c'est avant tout la responsabilité d'une importante partie de la hiérarchie judiciaire qui a distillé dans le corps une culture de soumission qui a progressivement remplacé une longue culture d'honneur, de dignité et d'indépendance. Nous allons en Afrique centrale où le président du Cameroun, Paul Biya, est au pouvoir depuis 35 ans, même si sa longévité au pouvoir donc fait débat dans son pays. Le temps qu'il a passé en dehors de son pays est aussi un sujet de discussion mondiale, critiqué pour sa supposée gestion à distance du Cameroun. Paul Biya a récemment organisé un conseil des ministres, le premier en plus de 2 ans.
Les élections présidentielles sont prévues en octobre et les Camerounais ne savent pas si le président âgé de 85 ans va chercher un nouveau mandat. Christophe Willy, le lanceur d'alerte dont à l'origine du scandale de Cambridge Analytica, assimile l'action de ce cabinet à, je cite, une colonisation de temps moderne. Il a déclaré donc au Parlement britannique que la compagnie est allée un peu partout dans le monde pour, je cite, saper de grandes institutions de pays en développement. Selon lui, son ancien employeur qui s'est appuyé donc sur les données de Facebook est un exemple parfait de la colonisation moderne. Le comité médias du Parlement britannique examine actuellement les accusations contre Cambridge Analytica. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous retrouvons donc notre invitée de ce soir de studio, qui est Marcy Inak. Elle est jeune dame d'origine africaine, afro-descendante, comme nous, c'est la mode d'aujourd'hui, on parle d'afro-descendante. Une fois de plus, bonsoir Marcy Inak. Bonsoir. Le choix pour nous d'aller chercher les jeunes personnes comme vous, qui ont votre profil, est surtout de donner envie à ceux qui semblent baisser les bras et susciter une saine émulation. Qu'est-ce que ça a poussé à écrire? Comment naît en vous cette envie d'écrire? Déjà, je dirais plutôt que, déjà petite, j'ai toujours aimé écrire. Mais je me suis jamais donné la possibilité d'écrire, de peur justement de ne pas être lue. Pourquoi? Bon, peut-être que je vais partir sur des préjugés. Je me disais que une petite... dites-nous. J'insiste parce que, comme je le disais à l'entame, en fait, il n'est pas évident, plus évident de nos jours, en fait, de voir des jeunes gens, même ceux qui ont un certain âge aussi, faire des choix comme le vôtre et de mettre donc sur le marché des productions intellectuelles. Et du coup, pour nous, il est important de pénétrer votre univers ce soir et de permettre à ceux et celles qui semblent baisser les bras ou qui ont baissé les bras ou qui aimeraient bien initier cette démarche-là, puissent aussi se dire, moi aussi je peux. Donc, Marcy Inak, dites-nous. Mais justement, en plus, j'inviterais chacun à prendre justement la plume et se laisser vraiment guider par ses aspirations. Moi, le fait de l'avoir fait, c'est vrai que c'est pas une libération, mais je me sens beaucoup plus à l'aise avec la société en général. Et puis, surtout, j'apprécie le fait que d'autres personnes puissent me lire. Donc, vous étiez en train avant de vous interrompre, vous étiez en train de nous dire donc comment se font vos débuts, qu'est-ce qui vous pousse, comment vous retrouvez dans l'écriture? L'actualité en fait. Enfin, pas seulement l'actualité, la société, je devrais dire. Puisque par exemple, Mail, c'est vraiment un phénomène de société qui, pour certaines femmes, est tabou. En gros, Mail, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte pour la première fois et qui doit avoir la lourde décision, la lourde tâche de prendre la décision, en gros, d'interrompre sa grossesse parce que son enfant risque de ne pas pouvoir survivre. Pour quelle raison? Il a un problème, une malformation cardiaque. Malformation cardiaque. Voilà. Donc, elle est au courant et il est question de prendre cette décision, d'interrompre la grossesse. Exactement. Mais sa maman se trouve où? En Afrique ou ici en Europe? Alors dans le cas de votre roman. Justement, l'ambiguïté est là. Pour les personnes qui l'ont déjà lu et qui m'ont interpellé là-dessus, ils m'ont dit, mais on a l'impression qu'elle est africaine et en même temps, on a l'impression qu'elle n'est pas africaine. En fait, parce que justement, c'est en Afrique qu'on se pose aussi des problèmes. En Occident, c'est vite vu. On n'en parle pas assez, justement. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que malheureusement, la grossesse n'est pas que... J'ai envie de dire, c'est pas toujours tout rose. Toutes les femmes n'ont pas une superbe grossesse agréable, sans problème particulier, non. Et dans ce cas, d'où vient la difficulté? On sait que l'enfant va naître avec une malformation cardiaque. La difficulté à quel niveau? La difficulté, c'est de prendre la décision de doter l'enfant. Voilà. Prendre la décision de se dire que mon ventre va devenir un cercueil. En gros. C'est assez triste. C'est vrai, mais il n'y a pas que des moments tristes dans ce livre, comme dans la vie. Oui. Dans la vie, il y a des moments, on va dire, roses et des moments un peu plus délicats. Dans ce cas-ci,
Vous parlez d'une femme. On imagine que plusieurs personnes ont connu cette lourde décision. Personnellement, j'en connais qui, dans ce cas-là, ont eu à le faire. Et ce n'a pas été facile. Et je vois avouer que le couple a pris un coup. Et c'est même le couple, à un moment même, s'est séparé. C'est-à-dire d'interrompre une grossesse qui était à peu près à 5-6 mois déjà. C'est très difficile. Et je crois que c'est l'une des raisons qui ont fissuré ce couple-là. Mais bon, malheureusement, certains couples se séparent, mais d'autres, justement, essaient justement de s'entraider pour ne pas lâcher prise. Parce que c'est vrai que c'est une situation très, très, très compliquée. De toute façon, la situation dans laquelle on doit perdre un enfant est toujours compliquée, quel que soit la raison. Soit l'âge. Et donc, la maman doit prendre cette décision. Elle la prend finalement ou pas du tout? Ah, justement, là est l'intrigue. Il faut lire. Exactement. Donc en résumé, on parle de quelle belle aventure la grossesse, et du moins lorsque tout se passe bien, cette eau dont on la prendra donc à ses dépens. En effet, donc après les réjouissances des premiers mois, et elle et Noan, son compagnon, doivent prendre une décision douloureuse, accepter ou refuser une interruption médicale de grossesse. Pourquoi rentrer dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous inspire, cet univers-là et non un autre? Comme je vous l'ai dit, c'est un fait que c'est pas une personne qui a dû prendre cette décision qui m'a pu interpeller. C'est une personne qui a perdu son enfant à 9 mois de grossesse. Je me suis dit que mince, moi j'arrive à faire des enfants et d'autres arrivent à ne pas en avoir, c'est pas normal. Et là, j'ai été vraiment énormément touchée. Et je me suis dit non, je dois en parler. Je dois pas en parler, devenir une porte-parole, lever le poing et dire que voilà, ça suffit, il faut pas que ça arrive, ce genre de truc, il faut que tout ce qui est médical s'occupe des femmes d'une autre façon, qu'on puisse mener à terme une grossesse. Non, je me dis, l'art est un bon vecteur. Donc je vais utiliser l'art pour parler de ce thème, qui n'est pas vraiment fréquent. Moi, avant cette situation, je ne savais pas que c'était possible. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux qui nous prennent notre image, que maintenant nous recevons ce soir Marcy Inak, qui est auteur de 2 romans. Elle nous parle donc de son premier roman qui est intitulé Mail, mais c'est l'aventure donc de cette dame, Aude qui a la difficile décision à prendre avec Noan, son compagnon, c'est-à-dire soit interrompre la grossesse parce que le bébé dont elle est porteuse, d'accord, se trouve être handicapé avant la naissance. Merci Inak. Il est clair que ça prend du temps. Dans votre cas, combien de temps avez-vous pris pour mettre sur pied cette œuvre? Bon, certains peut-être se diront que mince, c'est trop long. Enfin, moi j'ai trouvé ça long en tout cas. 3 ans pour écrire un roman, quelle que soit la taille, je trouve que c'est long, mais c'est le temps qu'il a fallu pour faire des recherches, puisque c'est un domaine que je ne connaissais pas. Il a fallu que je comprenne comment se passait une IMG, et surtout il a fallu que je recueille certains témoignages pour pouvoir mettre à bien ce livre, et être le plus près possible de la réalité. Alors, pour un roman, vous êtes dans une démarche scientifique, là? Un petit peu, oui, mais j'aime bien. Expliquez-nous, parce qu'habituellement, un roman, de manière générale, l'auteur d'un roman rentre dans son univers de rêve, et puis il accouche, et puis on peut consommer. Dans votre cas, pourquoi faire une démarche scientifique pour un roman? Pour que ceux qui le lisent sachent un peu approximativement comment ça se passe. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas ne prétendre que voilà, je sais que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Mais pour être le plus près possible de la réalité, je me suis dit que vaut mieux mettre des termes qui sont appropriés. Et en faisant toute cette démarche, qu'avez-vous pu apprendre? J'ai appris beaucoup de termes médicaux que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il faut que je les répète pour me souvenir de tous ces termes. Mais non, j'ai appris pas mal de choses d'un point de vue médical, en tout cas. Et surtout, comment se passait justement une IMG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous connaissez le processus, en fait, d'une IMG? Alors, une IMG, oui. Déjà, peut se faire à n'importe quel moment. Ça, c'est depuis 1975, depuis la loi Veil, en fait, qu'il est possible de faire une IMG. Donc oui, j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. Ce sont seuls les parents qui prennent la décision. Mais logique, le médecin dit, voilà, il y a une situation un peu complexe, donc il va falloir prendre une décision. Donc à partir de ce moment-là,
les parents ont le choix soit de garder l'enfant, mais de s'attendre à ce que l'enfant ne soit plus viable par la suite, soit de passer par une étape avec médicaments. Donc, ils vont donner des antiprogestérones, il me semble, voilà, pour justement que l'enfant parte doucement et calmement, en fait. Alors, pour comprendre, après, dans cette démarche-là, qu'est-ce qui est le plus difficile, la décision ou le processus même qui mène à la décision? Je pense que beaucoup de femmes, d'après ce que j'ai mes recherches, en fait, parlent surtout de l'attente. L'attente, cette période durant laquelle, on passe du moment où on doit prendre la décision de prendre un médicament pour que l'enfant parte, jusqu'au moment où l'enfant part réellement. Je ne sais pas exactement si j'ai pu me faire comprendre. Moi, à mon sens, ceux et celles qui nous écoutent ce soir et qui connaissent cette réalité-là, voilà, vont se retrouver. Quel conseil donneriez-vous, un conseil, puisqu'effectivement la démarche scientifique vous l'avez faite, que diriez-vous à celles qui vivent cette situation aujourd'hui? Je ne peux pas me mettre à leur place parce que c'est une situation tellement rude. Je ne sais pas si moi-même j'aurais pu prendre cette décision. Je pense que j'aurais dit non, c'est bon, je n'ai pas envie de faire d'amniosynthèse, je n'ai pas envie de savoir, je n'ai pas envie de prendre en compte tout ce que vous me dites, je vais garder l'enfant et puis voilà. Mais voilà, ça c'est mon choix. C'est votre choix. Merci Inak. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant nous recevons ce soir Marcy Inak qui est auteur de deux romans. Elle nous parlait donc de Maël, ce roman qui nous plonge dans l'univers d'un couple qui doit prendre la difficile décision d'interrompre donc une grossesse parce que le bébé dont la maman porte dans son sein est atteint d'une malformation cardiaque. Merci Inak. Dites-nous, aujourd'hui, dans votre univers, outre en fait ce fait-là où un couple est en difficulté, c'est vrai que à vous écouter, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer dans cet univers et surtout dans la démarche scientifique qui était la vôtre, en sens que vous avez voulu savoir et comprendre quel est le processus dans lequel se trouve donc une femme qui doit traiter cette situation. Avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, en tant que romancière, parce que vous c'est le roman, à ce jour ce n'est que le roman, c'est bien entendu. Oui. Oui, en tant que romancière, est-ce que c'est évident de faire dans une démarche scientifique pour mettre sur pied un roman? Est-ce que ça aurait été pas mieux de faire un livre, une œuvre, on va dire, purement scientifique qu'un roman? Non. Avec du recul. Non. Et je pense que même pour les prochains, ce sera toujours la même démarche que je prendrai, parce que j'ai cette soif de savoir, en fait. Je veux savoir comment ça se passe, je veux comprendre, et après, je veux partager. Donc... Là, c'était Maël. Votre seconde œuvre, c'est Un succès d'année approprié. Donc, celui-ci, c'est l'histoire d'un enfant, oui. Et je pars toujours des enfants, en fait, en grande partie, pour mes livres. Et là, pourquoi l'enfant? Il y a un enfant qui sommeille en vous? Peut-être. et donc, pourquoi un succès d'année approprié? Alors, très clairement, en gros, c'est un jeune garçon, un collégien, qui est seul avec sa mère et pour remplacer l'absence de son père, va se mettre à parler à un arbre. Donc voilà. Donc le succès d'année, en fait, c'est le papa. Comment vous est venue cette inspiration? C'est du vécu? Non, pas du tout. Mais dans tout ce que je fais, bien sûr qu'il y a une petite empreinte dans certaines choses que j'écris, mais sinon, non, ce ne sont pas des choses vécues. Vraiment pas. Et l'imagination, en fait, vient toute seule et ça prend, je sais pas, ça file, en fait. J'aimerais comprendre pourquoi l'enfant parlerait à un arbre. Ça vient de quoi? C'est que l'enfant est tout seul ou alors... Oui, c'est un enfant qui est très solitaire. Sa mère travaille souvent. Donc, il rentre de l'école, il se retrouve seul, il prend son goûter, il fait ses devoirs. La maman arrive, la seule chose qu'elle a à faire, c'est la cuisine et après repartir devant son ordinateur pour travailler. Donc, oui, on se retrouve là. C'est Facebook? Comment ça? Non, pas du tout, non. On n'est pas dans l'univers de Facebook du tout. Là, c'est plus l'outil informatique pour le travail. Donc, elle continue à travailler, même à la maison. L'enfant est isolé. Voilà, exactement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est surtout depuis que
qui sont seuls, on va dire, lui et sa Seuls, mère. parce Enfin, que- sa mère et lui. Qu'est-ce qui se passe avant? Ça, je ne peux pas dire, il faut le lire. C'est vrai que je l'ai survolé, je dois avouer. Et donc, j'encourage ceux qui nous écoutent ce soir à lire Un succès d'année approprié, sachant qu'en fait, on peut le lire d'un trait. Exactement, oui. C'est fait exprès. Donc, celui qui vit seul avec sa mère depuis le départ de son père, il est parti où, le papa? Faut lire le livre pour savoir. Que s'est-il passé? Faut lire le livre pour C'est savoir. curieux parce que là, vous écrivez. Ce que j'ai souvent noté, c'est que les hommes, quand ils écrivent pour les femmes, c'est pour magnifier la femme, généralement. Et l'inverse n'est pas toujours vécu. Je serais pas d'accord avec vous, il faut lire le livre. Très bien. Merci, Inak. Et donc, comme le veut donc notre habitude, effectivement, on va vous amener un peu à commenter l'actualité en provenance de l'Afrique. Nous repartons dans sur le continent où les églises pentecôtistes divisent l'opinion au Nigeria. Le Nigeria est réputé pour son économie dynamique et Nollywood, mais de plus en plus également pour ses églises gigantesques. Le pays est devenu le haut lieu du mouvement pentecôtiste en Afrique. Un essor qui divise l'opinion publique, bien que certains saluent le rôle social de ces églises. Nombreux critiquent le mode de vie extravagant des prédicateurs. Merci, Inak. C'est vrai. Vous me direz que c'est pas ce qui vous amène, mais c'est le process qui le veut. Notre souhait ce soir, c'est d'entendre votre opinion sur, passez-moi l'expression, la prolifération en fait de ces églises dites révélées sur le continent. Moi, je dirais pas seulement sur le continent, j'ai envie de dire, bon, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord qu'il y a un Dieu. D'accord, on est d'accord. Mais toutes ces religions, Pour vous, il y a un Dieu. Pour moi, il y a un Dieu. Ah, d'accord. Après, Ok. je ne sais, moi, je l'appellerai pas forcément Dieu. C'est comme ça que la plupart des gens l'appellent. Mais ce Dieu Comment vous l'appelleriez? La romancière. La romancière l'appellerait avec le nom Votre nom, ce serait lequel? Ilombi. Ilombi, qui signifierait quoi? En gros, c'est ce qui est transcendantal et c'est... Ok. Voilà, donc c'est comme ça que Et dans votre Ilombi, il existe. Oui, bien sûr qu'il Et comment vous le décrivez? Comment le décrivez-vous? On ne peut pas le décrire, justement. On peut pas le décrire. Il est comme l'air. Voilà, exactement. Il pourrait correspondre, en fait, à tout ce qui est la source naturelle, à savoir l'eau, le soleil. Très bien. tout ça. Donc, du coup, ce commerce, ce business, qui est grandissant, qui semble même florissant, quel regard portez-vous sur le continent, surtout en Afrique, où il semblerait que beaucoup passent plus d'heures à prier qu'à faire ce qui pourrait leur apporter les solutions? Vous avez tout dit. Enfin bon, c'est mon avis qui peut être qui peut Allez-y, être débattu, dites-nous. mais je trouve ça un peu triste qu'on ait besoin des religions des autres pour pouvoir s'en sortir. Les autres. Qui sont les autres? Les autres religions, que ce soit bouddhisme, musulman, enfin l'islam, judéo-chrétienne, tout ça, c'est... Chacun a son truc, hein. Je ne rejette pas ces religions, mais personnellement, ça ne nous appartient pas. On avait nos rites, on avait nos mœurs, donc c'est dommage que maintenant on s'attache autant à des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce que j'aimerais comprendre, j'insiste un tout petit peu, vous avez dit quelque chose, mais j'ai pas entendu la réponse. Comment expliquer le fait que sur le continent aujourd'hui, où on a besoin de travailler ou de réfléchir mûrement à une recherche de solutions, on passe plus de temps à prier? Peut-être qu'il y a un manque quelque part, ou peut-être, c'est peut-être aussi pour se retrouver. Se trouver, comment dirais-je. C'est un prétexte pour aller mieux. Bon, ça va pas bien au boulot, bah je vais prier. Ma femme ne veut pas cuisiner mon plat préféré, je vais prier. Enfin, C'est curieux, mais... je l'entends, mais ce qui est un peu gênant, c'est que il y a 20 ans en arrière, ce n'était pas comme ça quand même. Tout à fait. Mais là, il y a un véritable business. Ah, il y a aussi ça. Maintenant, devenir pasteur, c'est devenu... Ça nourrit son homme. Ah oui. Malheureusement, mais bon. Bien. Merci Inak, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous.
On ne vous dira pas au revoir tout de suite. On va vous laisser accueillir l'autre invité de ce soir, qui est Clotilde Owoshi. Au 04 78 21 05 95. Nous sommes donc en direct avec Clotilde Owoshi, qui est donc une fervente militante du FPI. Elle a pour profession enseignante d'histoire-géographie. Elle a été donc ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Elle a eu en charge le dossier le plus ambitieux. Pour certains confrères, c'est cela. Et pour moi aussi, il me semble quand même que c'est l'un des dossiers les plus prestigieux et ambitieux du nouveau gouvernement, fleuron donc du programme de refondation, la mise en place d'une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. Clotilde Owoshi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Bien. Nos auditeurs ont une très grande envie de comprendre en fait pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur l'assurance maladie. Merci. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, il a mis en place ce projet ambitieux, important, primordial, qui est le projet de l'assurance maladie. Et c'est à moi, enfin à mon ministère, que cette charge est revenue, de mettre en place ce projet de l'assurance maladie. Malheureusement, tout le monde connaît les difficultés que nous avons eues en Côte d'Ivoire, la guerre qui a coupé le pays en deux. Et ces circonstances n'ont pas permis véritablement de mettre en œuvre l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Néanmoins, des études importantes ont été faites, de la documentation existe et la réflexion, comme je dis, la réflexion existe. Et donc, c'est toute cette réflexion, toutes ces études qui ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre du projet, c'est toutes les études et toute la documentation, c'est tout ça que j'ai rassemblé pour ne pas que ce soit perdu, que j'ai rassemblé en un livre qui s'intitule Côte d'Ivoire, l'assurance maladie universelle, stratégie, enjeux et problématiques. Dans ce studio, nous sommes avec une jeune romancière. Une fois de plus, bonsoir Marcy Inac. Oui, bonsoir. Et donc, le souhait, je le disais à l'entame, de donner la parole à des personnes comme vous, c'est surtout de susciter une saine émulation pour le mois de mars, qui est le mois de la femme, et dédié dans l'émission Tam Tam Tropical. Notre souhait est de pouvoir donner envie à celles qui ont perdu espoir, ou qui sont en train de baisser les bras, ou qui n'y croient plus du tout, de leur donner envie de pouvoir aussi continuer le combat. Dites-nous, Clotilde Owoshi, quelles sont les principales difficultés que ce projet rencontre? Alors, au niveau de la mise en œuvre actuelle du projet de l'assurance maladie, vous voulez dire? Lorsque vous étiez... Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Que vous avez rencontrées, quand vous avez des choses à faire? D'accord. Alors, les difficultés sont de plusieurs ordres, mais je les classerai en deux grands groupes. Le premier groupe de difficultés qu'on a rencontré, c'est l'hostilité de la communauté internationale. C'est-à-dire, je vous développerai ça tout à l'heure, mais je vais donner le deuxième type de difficulté. Le deuxième type de difficulté était purement interne à la Côte d'Ivoire. Et je l'ai évoqué tantôt, c'était la situation de guerre qui prévalait en Côte d'Ivoire. Pour la première catégorie de difficultés, le premier type de difficulté que nous avons rencontré dans la mise en œuvre de ce projet, c'est que la communauté internationale, je dirais précisément la France, puisque nous sommes un pays francophone, et donc c'est la France qui, c'est vrai qu'on dit que nous sommes indépendants, mais la France a toujours son mot à dire dans tout ce que les pays africains mettent en place ou bien veulent mettre en place. Et donc la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que les autorités françaises n'étaient pas d'accord que la Côte d'Ivoire mette en place un projet d'assurance maladie. pour quelles raisons? Les raisons leur sont propres. Ça, je ne pourrais pas dire. Les raisons leur sont propres. Mais ce que j'ai compris dans la démarche française, c'est que d'abord, il y avait le problème des maisons d'assurance françaises qui existent en Côte d'Ivoire, l'inquiétude des autorités françaises, surtout les autorités diplomatiques et consulaires qui étaient en Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'ambassadeur. Il parlait au nom de son pays. La difficulté, c'était que il ne voulait pas du tout qu'on mette en place un système d'assurance maladie qui allait concurrencer en quelque sorte les maisons d'assurance privées françaises qui existaient au niveau de la Côte d'Ivoire.
La deuxième raison, c'est une raison politique, c'est que, comme vous devez le savoir, toute décision qui doit être prise dans le sens du développement des pays africains, si elle n'a pas l'aval de Paris, elle ne passe pas. Et donc la France n'était pas prête en ce moment-là à ce que la Côte d'Ivoire ou un pays africain francophone se lance dans un projet d'assurance maladie. Et ça, ce n'est pas de la paranoïa, c'est des choses que j'ai vécues. En tant que ministre, c'était très difficile parce que les réunions internationales sur l'assurance maladie auxquelles on participait, eh bien, avant même qu'on ne se présente à ces réunions, il y avait des émissaires français qui passaient pour discréditer le projet de la Côte d'Ivoire, discréditer le projet de l'assurance maladie. Et une fois que la France n'est pas d'accord que vous fassiez quelque chose, ben, met tout en œuvre. En l'occurrence, elle mobilise tous ses partenaires bilatéraux, multilatéraux, etc. Et vous êtes bloqué de partout, vous ne pouvez rien faire. Clotilde Owoshi, j'entends ce que vous dites et justement, c'est pour cela que nous avons choisi de vous donner la parole ce soir pour comprendre aujourd'hui avec du recul. Est-ce que, comme vous êtes en France aujourd'hui et que vous avez la possibilité de toucher du doigt certaines réalités, dans votre démarche militante, est-ce que vous parvenez quand même d'une manière ou d'une autre à pouvoir dénouer cette difficulté que sur le terrain en Afrique on peut avoir pour faire avancer la vie sociale? Oui, mais vous savez, la France, elle a on va dire de façon triviale qu'elle a un problème avec les pays africains qui sont de son ancien carré colonial, on va dire ça comme ça, parce que elle veut reporter sur les populations africaines des schémas qui lui sont propres à elle. Et la France, dans l'évolution de l'assurance maladie en France, on s'est rendu compte que l'assurance maladie au niveau de la France a commencé par des systèmes de mutualité. C'est-à-dire, ils vont partir d'un système de mutuelle, des travailleurs se mettent ensemble, ils mettent en place une mutuelle, d'autres travailleurs se mettent ensemble, ils mettent une mutuelle, et après, ils font une fédération de toutes ces mutuelles pour devenir l'assurance maladie. Donc, dans la conception, c'était ça qu'ils voulaient que nous fassions pour l'Afrique. Et nous, on a dit non, parce qu'on n'a pas la même, c'est pas la même situation historique, c'est pas la même situation géographique, c'est pas les mêmes conditions sociologiques, psychologiques. L'Afrique, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la réalité occidentale, on va le dire comme ça. Et nous, dans notre projet, nous avons dit que nous voulons partir, si vous voulez, d'une base. L'assurance maladie va couvrir la base de la population, sans tenir compte des aspects des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas, parce que quand on regarde au niveau de l'emploi en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique, il y a très peu. Les calculs que nous avons faits, les études que nous avons faites au niveau du projet, nous ont montré que il n'y a que 80% de la population en Côte d'Ivoire, par exemple, travaille dans le secteur dit informel. C'est un secteur qu'on ne peut pas maîtriser. C'est un secteur où on ne peut pas capter des cotisations. Donc, c'est pas les mêmes réalités. On n'a pas un salariat important, on n'a pas un salariat puissant pour dire que nous allons mettre en place une assurance maladie qui est basée sur le travail salarié. Nous, on a réfléchi et on a tenu compte des réalités de la Côte d'Ivoire en disant que nous allons faire une assurance maladie qui prenne en compte tout le monde, chacun dans son domaine de compétence, chacun à l'endroit où il se trouve, même si le village qui n'a pas un emploi salarié, il faut que cette assurance maladie puisse le prendre en compte. Donc nous, c'était vraiment dans le cadre de la solidarité nationale que nous avons conçu ce projet et non dans un cadre de démarche, si vous voulez, de démarche basée sur le salariat, etc. Parce que ça peut pas marcher chez nous. Donc, vous voyez, fondamentalement, les deux démarches sont totalement opposées. Mais la France, elle voulait que nous, on adopte sa méthode à elle et on n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question que vous posez, aujourd'hui, la France, elle a évolué. Elle a évolué dans sa façon de penser en ce qui concerne les projets d'assurance maladie sur le continent africain. Parce que depuis 2012, à la réunion de Cannes, la réunion du G20 à Cannes, la France a proposé à l'ONU, au secrétariat général de l'ONU, de faire en sorte que dans les pays du Sud, en l'occurrence les pays qu'on appelle généralement les pays sous-développés, qu'on puisse mettre en place des systèmes d'assurance maladie obligatoires. Vous voyez, ce dont on avait parlé depuis 2000 en Côte d'Ivoire,
On a attendu 2012 pour dire oui, en fait, ils avaient raison de vouloir mettre en place une assurance maladie obligatoire parce que c'est la seule façon de permettre à nos populations de se soigner décemment. C'est la seule façon qui permette à ce que des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un emploi salarié, qui sont au village ou bien qui ont des petits métiers ou qui sont dans le secteur informel, puissent bénéficier d'une assurance maladie. Actuellement, est-ce que vous pensez avec du recul que, indépendamment du fait que la vision peut changer, dans le temps, il sera possible ces États de pouvoir affirmer réellement leur souveraineté? J'ai organisé un colloque sur la question ici à Grenoble avec le CHU de Grenoble, avec les élus, les autorités de la ville de Grenoble et des experts en sécurité sociale en assurance maladie. C'était en octobre 2016 et j'ai invité à ce colloque des experts africains et comme l'assurance maladie se présente ou bien se conçoit de façon transversale avec un certain nombre d'expertises, c'est pas seulement que les médecins, c'est pas seulement que les gens du corps médical, mais il y a aussi des sociologues, il y a aussi des économistes de la santé, etc. C'est tout un ensemble d'expertises qu'il faut mobiliser. Et donc on a organisé ce colloque. Pourquoi? Parce que avec du recul, comme vous dites, moi je me suis rendu compte que les projets d'assurance maladie qui sont en train d'être développés sur le continent, et c'est pas moi seul qui le dis, et il y a même une ONG qui s'appelle Oxfam qui a fait aussi cette analyse qui dit que les projets d'assurance maladie qui sont en train de se mener actuellement dans les pays francophones vont carrément dans le mur. Ils vont tout droit dans le mur. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne prennent pas en compte les réalités africaines. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est depuis 2012 quand la France a donné le feu vert que désormais les pays à faible revenu peuvent mettre en place des systèmes d'assurance maladie obligatoire. Mais tous les pays francophones d'Afrique se sont lancés là-dedans, assurance maladie par ici, assurance maladie par là. Et quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, depuis 2012, ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à mettre en place ce mécanisme. Ils avaient dit au départ qu'ils allaient commencer par couvrir les agents du secteur de l'EVA, ceux qui sont dans l'EVA culture. Après, ils ont dit non, le PAMI à Hull. Et après, ils ont dit, bon, on va prendre les fonctionnaires. Ensuite, ils ont abandonné ça pour dire maintenant, ils vont couvrir les étudiants. On ne trouve pas le point de départ pour couvrir véritablement les populations africaines. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne s'assoit pas pour réfléchir à la manière dont on doit adapter cette assurance maladie qui est une conception occidentale. Comment est-ce qu'on va l'adapter aux réalités africaines? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Tant qu'on n'aura pas posé la question de cette façon, eh bien, on tournera en rond parce qu'on voudra faire une assurance maladie calquée sur l'Occident. Eh bien, on ira tout droit dans le mur, on se cassera la figure, etc. Aujourd'hui, ils sont en train et c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. J'ai vu au Bénin, au Togo, etc., un peu partout, tous les projets d'assurance maladie qui sont en train d'essayer de mettre en place, ça n'avance pas. Mais il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse par nous-mêmes pour dire pourquoi ça ne marche pas. Il faut prendre en compte nos réalités africaines. Bien. Voilà ce que je voulais dire. Pour celles qui prennent le tramage que maintenant nous sommes avec Clotilde Owoshi, qui est donc qui était cadre, elle est toujours cadre enfin du Front populaire ivoirien et était ministre de la solidarité, la sécurité sociale et des handicapés avant de devenir donc conseillère à la présidence de la République chargée du projet de l'assurance maladie universelle. Ce soir, elle nous parle donc de cette œuvre qu'elle a mise dans le marché depuis quelle année votre œuvre est sur le marché, Clotilde Owoshi? Alors, le livre est sorti depuis 2015 par la maison d'édition L'Harmattan à Paris. Et tout à l'heure, je vous ai donné le titre, mais je crois que j'ai un peu escamoté ce titre-là. C'est pas le plus grave. En fait, pourquoi la question? Pour la question, parce qu'il est question de comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il, auprès de ceux qui sont supposés en fait s'y intéresser, est-ce que les uns et les autres s'y intéressent? Est-ce qu'il est lu? Bon, c'est un livre qui est assez spécialisé, il est très technique, avec un vocabulaire particulier. Donc la lecture n'est pas très aisée, mais je veux dire que les spécialistes du secteur peuvent se l'approprier et essayer de comprendre ce que nous avons essayé de mettre en place. Le titre, c'est Assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, enjeux, pertinence et stratégie de mise en œuvre. Bien. Et moi, je pense que la stratégie de mise en œuvre est le problème le plus important, le problème auquel se heurtent
les autorités africaines dans leur démarche de mise en œuvre de l'assurance maladie. Bien. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes de ce magazine. Juste à l'entendre qu'effectivement, en ouverture, nous sommes, elle est toujours là, elle n'est pas partie, avec la romancière Marcy Inac, qui a mis sur pied 2 romans, et elle nous a apporté également son regard sur la société, et vous êtes Clotilde Owochi, donc en fait, cette militante, cette femme de terrain, qui, fait ce travail très très apprécié. Je dois préciser que depuis que vous êtes là, vous n'avez pas arrêté des rencontres avec les politiques ici en Occident, afin de pouvoir donc changer le regard sur l'Afrique, parce que l'Afrique est vue par beaucoup comme étant un mouroir ou alors un lieu où il ne fait pas bon vivre. Tout à fait. Clotilde Owochi, que diriez-vous à celles qui nous écoutent ce soir? Notre souhait est de pouvoir parler surtout à ces dames, à ces hommes aussi qui ont perdu espoir, parce que c'est pas évident. Je pourrais dire tout simplement qu'il ne faut pas perdre espoir. La vie, comme on dit la vie est difficile, mais elle mérite d'être vécue. Non, il ne faut pas perdre espoir. Chacun naît sur cette terre-là pour apporter... Oui. Et s'accrocher sur quoi? Alors, pardonnez-moi de vous couper. Parce que quand vous nous parlez du regard des l'ancienne puissance coloniale vis-à-vis des pays du Sud, c'est pas aisé, c'est pas facile. On peut s'accrocher sur quoi ou à quoi? Non, mais il faut continuer de leur parler. Et puis, il faudrait... Ce que les Africains devaient faire... c'est s'approprier leur propre culture. Parce que tout part de là. On a on a à tort l'impression que la culture qui vient d'ailleurs est la meilleure, la culture occidentale notamment est la meilleure. Non. La première chose dans ce combat que nous menons, c'est de s'approprier sa culture, être fier de sa culture d'Africain. Les Africains doivent être fiers de leur culture. Et partout où ils passent, présenter cette culture comme la culture mère. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique aussi est la mère de toutes les cultures. Même la culture occidentale s'est inspirée de la culture africaine. La culture helléniste, des Grecs, la culture romaine, tout ça, ce sont des cultures qui se sont inspirées de l'Égypte ancienne. Merci. Et quand on parle de l'Égypte ancienne, c'est l'Afrique. Il faut que les Africains sachent cela et qu'ils s'approprient leur culture et leur histoire. Merci beaucoup Clotilde Owochi pour cette belle conclusion. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour parler de cette œuvre dont on n'arrêtera pas de parler ce soir. On en parlera très prochainement encore. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Juvenal. Merci. Merci infiniment. Merci Inac. Que dira celle qui nous écoute ce soir et qui n'y croit plus? Je reprendrai les mots de Madame Owochi. Elle a tout à fait raison. Il faut croire déjà en l'avenir de l'Afrique. Même, surtout, j'ai envie de dire que les afro-descendants se tournent un peu plus vers l'Afrique. Parce que malheureusement ou heureusement, ils ont une double culture. Ils doivent profiter de cette double culture pour aussi, servir aussi aussi bien le pays d'accueil que le pays d'origine. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Mes auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous retrouver nombreux mardi prochain. Mardi prochain, on parlera donc en fait de cette conférence qui se tiendra vendredi prochain à la salle Jarras à partir de 18h30. On parlera en fait de l'impact effectivement de l'éducation des pays d'Afrique subsaharienne. Bonne soirée. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur